Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, je m'attaque sur un pay-per-view, mais qui date vraiment de 2003. Pour l'instant, j'en ai que 3. Si jamais j'en trouve les autres, je serai, on va dire... ben, bref, je serai content de toute façon. La plupart des DVD que je regarde et que je collectionne, je suis énormément content. Et que, sans trop vous faire tarder, je vous montre... ben, le DVD de la partie 2003. Donc No Way Out 2003, avec les triples affrontements, Triple H, Scott Steiner, Stone Cold Steve Austin, Eric Bischoff et The Rock Hogan, la revanche de WrestleMania 18. Et voilà, je n'ai que le deuxième tranche de 2003. Par contre, non, j'ai pas la liste des matchs, malheureusement, mais il se trouve derrière. Donc, en extrait, ça parle de la rivalité Steve Austin et Eric Bischoff, je crois. Ouais. Après, la confrontation entre Hogan et The Rock lors d'une promo à SmackDown. Je vais te passer. Hein. Le post-match interview, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Randy Orton, Batista, Eric Flair, Chris Jericho, Matt Hardy, Brock Lesnar. Ça, c'est quand ils se font interviewer après leur match. Voilà. Donc, pour le bonus du match, c'est Rey Mysterio contre Jamie Noble. Ouais, accompagné par Ninja. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a vraiment pas d'enjeu. Mais le match très rapide. Très rapidos. Et ce que je peux dire, c'est que ils nous sortent un bon match, même si ils savent bien qu'ils ne sont pas dans la carte du show. Donc, dans la carte principale qui, euh, qui se termine du début jusqu'à la fin. Et que là, contre toute attente, c'est Rey Mysterio qui bat Jamie Noble avec son 619 et, si je crois bien, avec un Hulakarana, donc un springboard Hulakarana, avec ses victoires de Rey Mysterio. Ce match-là, jamais noté, je lui mets un 3,40, même s'il ne figure pas sur la carte. Et par contre, tu veux savoir pourquoi je ne réponds pas à tes messages WWE Réseau Souvenir? Toi seul tu la connais. Et que j'ai dit que maintenant je ne répondrai plus à tes paroles. Et que là, hier, tu avais sorti super vidéo Mon chéri. Je me suis dit, quoi Mon chéri Tu t'es chelou quand même à dire mon chéri. Tu me fais peur des fois, cinéphile. Et après, tu avais dit lequel DVD que tu regardes en ce moment. Alors ça, je l'ai beaucoup dit dans la vidéo. Euh, Là, je peux te dire, je les ai déjà tous vus. Honnêtement, tous vus. Et que, comme j'ai dit, tu le sauras quand je sortirai une. Donc tu le sauras. Donc un coup qu'une vidéo sera sur la chaîne, tu le sauras très bien. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et après, tu avais dit c'est juillet, pas août. Dans, dans l'ancienne vidéo de Jeff Hardy que j'ai fait. Déjà, je ne sais pas de quel match que tu fais allusion. Est-ce que c'est le match entre CM Punk et Jeff Hardy à Night of Champions ou, ou à SmackDown, le dernier match de Jeff Hardy? Parce que je sais bien qu'en août, Jeff Hardy et CM Punk sont affrontés au SummerSlam. Punk a gagné. Et qu'après, le dernier match, ça a eu lieu dans un match en cage, que j'ai déjà cité dans Steel Cage. Donc ça, c'était en août, même s'il y avait pas mal de chiffres qui circulaient, mais c'était en août. Bon, sinon, je ne vois pas de quel match tu parles. Honnêtement, je ne vois vraiment aucun match de quel tu parles. Parce que si tu m'aurais dit lequel match, bref. Euh, le mois et le match, ça aurait été plus facile à comprendre. Là, pas du tout. Donc j'étais passé au Saturday Night Heat du pay-per-view, donc le kick-off, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, le deuxième match,
Chris Jericho contre Jeff Hardy. Et là, c'est pas pour un match de soumission, c'est un match normal comme l'autre précédemment. Et que oui, je sais, c'est surprenant, même malgré que un match ne figure pas sur la carte que je mets 3,40. Mais voilà, ça peut arriver que le match peut être bon malgré que ça ne mérite pas d'avoir un chiffre comme ça. Et que là, pour le début du pay-per-view, donc du début jusqu'à la fin, ils sortent un bon match, des bons échanges entre Y2J et le charismatique Enigma. Donc il n'y a pas à dire, ils nous échangent bien des coups et des prises qui peuvent avoir une très bonne alchimie, ce qui est rare dans un match de catch, d'avoir un très bon alchimie avec son adversaire. Et que là, je me rappelle des Lion Sword, des Whisper in the Wind, euh, des prises folles de Jeff Hardy. Il a fait aussi son Twist of Fate, tentative de Swanton Bomb, mais rien n'y faire, vraiment, vraiment rien y faire. Et que si je crois bien, ce sera cette année-là où Jeff Hardy, il va commencer à enchaîner les retards. Je crois, hein. Mais je sais bien qu'à l'époque, en 2003, il enchaînait les retards et que et qu'il n'était pas chaud pour se présenter à un show de la WWE dans n'importe quel événement ou Raw ou SmackDown. Donc il était plus aussi chaud et que forcément quand il enchaînait les retards, peut-être peut-être qu'il échouait à un test antidrogue. Euh, il s'est fait virer en 2003 et après la suite, moi je la connais vraiment. Il est allé à la Ring of Honor où il s'est fait huer par tout le public de la Ring of Honor, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fous là mec, t'as rien à faire à la Ring of Honor, car la Ring of Honor ça appartient à ceux qui bossent sur un ring, et pourtant des années plus tard, eh ben, il sera à la Ring of Honor où il sera champion par équipe avec Matt Hardy à la Ring of Honor, et là c'est sûr le public cette fois-ci va l'adopter. Et après ben, on la connaît, son arrivée à la TNA, explosion, après encore on va dire un sentiment de saoulement par rapport de travailler dans une autre industrie qui est la TNA. Donc vu comment il était un peu saoulé de travailler pour la WWE car il voulait faire son burn-out, donc sa pause, et que, et que là il fait la même chose à la TNA, vu comment il en avait un petit peu marre de travailler pour eux. Donc il se fait à nouveau virer, enfin il se fait à nouveau virer dans une autre industrie de catch qui est la TNA, et que pour revenir à la WWE. Et après, ben, on connaît en 2009, il décide d'arrêter de catcher pour la WWE. Peut-être que la WWE s'attendait à lui proposer un nouveau contrat, mais sauf que lui, il va pas signer de nouveau contrat. Il va à la TNA, j'allais dire à la WWE, non. Il va à la TNA, ouais, parce que j'ai le DVD Turning Point, je suis au courant de ça. Et après, 2017, le fameux grand retour à WrestleMania 33 en 2017. Et après, ben, 2022, je crois. Ouais, 2022, eh ben, début à la EW, il se fait arrêter. On ne sait pas quand il va revenir, mais bon, espérons qu'il revienne très très rapidement. Et entre lui et Chris Jericho, comme j'ai dit, c'était pas mal. Peut-être que vous attendez une victoire de Jeff Hardy avec un Sweat and Bomb. Finalement, ça ne va pas le faire, car Chris Jericho va le coincer dans sa prise finish qui est The Walls of Jericho, donc oui, le mur de Jericho, et que Jeff Hardy abandonne. Donc c'est victoire de Chris Jericho. Ce match-là, même malgré que c'est le début, je mets 3,50, donc un peu le même niveau que Rey Mysterio Jamie Noble, mais je le mets 3,50 pour ce match-là. Voilà, de manière différente. Ensuite, William Regal et Lance Storm contre Kane et Rob Van Dam pour les matchs championnat par équipe. Les champions, c'était Regal et Lance Storm. Et que si je crois bien, c'est là où Regal, il cachait toujours un point américain, on pourrait appeler ça un, un point britannique, dans son slip. Pourtant, chez nous, on dit un casse-gueule, parce que les coups de poing américains, on appelle ça un casse-gueule, ou, ou encore, si vous voulez,
les coups de poing américains, eh bien, on peut donner à un autre pays, ils peuvent rénover le nom, comme le baptiser le coup de poing canadien, le coup de poing mexicain, le coup de poing portoricain, le coup de poing français, belge, suisse, allemand. Et bien là, on peut dire un coup de poing anglais ou. De toute façon, c'est bien qu'à la fameuse grande époque, en Angleterre, eh bien, il y avait des gangs en Angleterre, hein. Car ça, j'avais vu dans un jeu Assassin's Creed Syndicate, où il y en avait quelques-uns qui avaient un couteau ou un coup de poing américain, des fois une arme à feu. Donc ça, c'était dans le jeu, mais c'est aussi été à la grande époque. Et que normalement, c'est vrai qu'on était prêt à partir pour Kane et Rob Van Damme, car on se dit, c'est sûr, c'est sûrement eux qui vont remporter les titres par équipe. Et que, et que là, quand j'apprends le résultat, alors que Kane et Rob Van Damme donnent de leur personne pour battre Regal et Storm, donc il y a forcément moyen de les couronner champions, mais ça ne va pas, on va dire, le faire, malheureusement. Car je crois qu'il y avait Regal qui s'occupait de Rob Van Damme, peut-être. Ou Lance Storm, peut-être Lance Storm, pour la revanche de Barry Legal. Et, euh, et non, peut-être que William Regal, il sort son coup de poing américain et il donne un sacré coup au masque Kane. Et après, il cache son coup de poing américain et il remporte le match. Donc voilà, c'est victoire de Regal et Lance Storm. Ce match-là, 3. Allez, il était bon, mais c'était pas non plus exceptionnel. Donc je lui mets 3,20. Voilà. Ensuite, match pour le titre Cruiserweight. Donc match pour le titre point moyen. Matt Hardy, accompagné par Shannon Moore, son ami d'enfance à lui, contre Billy Kidman. Ouais, contre Billy Kidman. Bon match là aussi. Pas forcément, on va dire, du top, 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 que le début que j'ai fait, mais il était pas mal. Honnêtement, il était pas mal. Et que et qu'à la bonne vieille époque, Matt Hardy, c'était version 1 de sa personnalité. Et après, ben, on connaît la suite. Il adore innover ses personnages. Et il a toujours un but, un sens de innover. Toujours d'innover. Et que, et que là, vu comment c'était Billy Kidman le champion Cruiserweight, eh ben, je crois qu'il va y avoir des tentatives de distraction de Shannon Moore, car je m'en rappelle qu'il n'arrêtait pas de détourner l'attention de Billy Kidman, et que après que Matt Hardy, ben, il essayait de battre et que Shannon Moore essayait on va dire, de le motiver et aussi de le porter main forte, surtout. Je me rappelle que, on va dire, Matt Hardy, il étrangle Billy Kidman sous les cordes et qu'après il recule. L'arbitre lui dit d'arrêter en disant si tu fais ça, je vais encore te faire virer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu continues encore comme ça, tu es disqualifié. Et c'est là où Shannon Moore, je crois qu'il donne un sacré coup de chaise à la tête de Billy Kidman et qu'après ça permet à Matt Hardy de faire un petit paquet ou un twist of fate et remporter le match et devenir le nouveau champion Cruiserweight. Donc c'est victoire de Matt Hardy. Ce match-là, c'est un peu du vol, je vous le cache pas, mais je mets 3,40. Malgré tout, je mets 3,40. Et je continue encore. Alors, Undertaker contre Big Show. Alors, où est-ce que t'es? Là. Ah, faut dire, ils ont un petit peu décalé, hein, faut dire. Ouais, donc Big Show, il est accompagné par Paul Heyman. Et faut dire, entre l'Undertaker et Big Show, c'est pas non plus du grand art sur le ring. Je, je sais reconnaître quand c'est pas top. Et que, et que malgré tout, là on se dit, on sait jamais si Big Show pourrait remporter le match, ou l'Undertaker, à la surprise générale, il remporte le match.
Même si Paul Heyman n'arrêtait pas de provoquer l'Undertaker. Ou encore, A-Trent était apparu, quand l'arbitre était KO, et ben, il était apparu, il faisait son... On dirait un spinebuster, mais on dirait un double chokeslam, on va dire un double chokeslam transformé en spinebuster. Donc le double chokeslam, il y a les deux mains sur ta gorge qui te soulèvent et après ils t'explosent au sol et que tu atterris sous tes fesses. En gros le catcheur qui se fait étrangler atterrit le dos au sol et que celui qui porte la prise, eh ben, il atterrit sous les fesses. Donc en gros, un double chokeslam spinebuster. Même si j'ai pas la ref exacte, et que le Big Show a voulu remporter le match, mais l'Undertaker, il a trouvé une petite touche de lucidité pour se dégager, et qu'il a voulu essayer d'en terminer le Big Show, mais sauf que ça va pas le faire. Je crois que il se... Non, je pense pas qu'il se prend un chokeslam, mais que l'Undertaker, le mec, on va dire, couché Big Show, donc en gros, il donne un clothesline ou un Big Boot, et qu'après, il décide d'en terminer le match avec une soumission qu'il appellera le Hell's Gate. Même si on appelle le Gogo Plata, ouais, le Gogo Plata, appelez-le comme vous voulez, mais l'Undertaker remporte le match car le Big Show, il a abandonné. Donc, victoire de l'Undertaker, je lui mets 3,5 ce match-là. Et là, Brock Lesnar et Chris Benoit, et que normalement ça devait être Edge, mais sauf que j'apprends dans les vestiaires, eh ben, Edge était fait agresser. Par qui? Par quelle personne? On ne sait pas. Donc pourquoi? Qui? Où? Car Edge, ben, il s'est fait, on va dire, agresser dans les vestiaires, et je crois que c'était, je sais pas si c'était à cette période là où Edge devait arrêter de catcher car il devait se faire opérer de son cou. Hein, car il sera resté 1 an d'inactivité et qui revient en 2004 à Vengeance pour affronter Orton. Donc je pense que c'est à cette période-là, comme la période où Jeff Hardy décide de quitter la WWE pour aller dans une autre fédération. Donc pour l'instant, bah, ça se joue entre Brock Lesnar et Chris Benoit. Imaginez l'affiche Chris Benoit et Brock Lesnar en équipe. Alors qu'on aurait bien voulu les voir beaucoup plus s'affronter les deux. Donc ouais, on aimerait bien les voir s'affronter, à voir comment ça donne. Peut-être qu'il existe sur YouTube les affrontements entre Chris Benoit et Brock Lesnar, même si je sais bien que j'avais déjà dit que Brock Lesnar avait peut-être déjà abandonné face à un Creeper Crossface. Mais franchement, assez étonnant aussi. Hein. Mais sinon, c'est une sacrée affiche. Hein. Benoit, Lesnar en équipe. Et, et aussi l'affrontement face à la Team Angle. Donc Benoît et Lesnar affrontent la Team Angle, composée de Kurt Angle, Charlie Haas et Shelton Benjamin, et qu'ils étaient accompagnés par Paul Heyman. Oui, ils étaient accompagnés par Paul Heyman, vu comment Brock Lesnar s'est fait trahir par son manager, son ami fidèle, que on sait bien que maintenant il est plus de son côté, et qu'il est du côté du chef tribal. Mais ça, c'est une autre histoire. Et que là, on se dit, la Team Angle pourrait remporter le match face à Lesnar et Benoît. Vu comment ils sont que deux et qu'eux ils sont trois. Donc ils ont peut-être l'avantage. On se dit qu'ils ont l'avantage. Et que ça pourrait gagner d'avance. Vraiment, vraiment bien gagner d'avance, pardon. Sauf que, malgré qu'ils sont que deux et qu'ils oublient leur partenaire qui devait être à 100%, finalement, il n'est pas à 100%, donc il est absolument blessé. Eh ben, malgré qu'ils sont deux, eh ben, ils font quand même la différence. Et si je crois bien, Brock Lesnar, il fait des German suplex à Charlie Haas et Shelton Benjamin, même des belly to belly over the head. Pareil pour Benoît, hein. Lui aussi c'est un spécialiste des German suplex, comme Kurt Angle et aussi Benoît Angle. C'est sûr, c'est un sacré affrontement au finish de prise de Germaine et de tous les suplexes qu'ils peuvent faire. Que ce soit Angle Lesnar, Angle Benoît, Lesnar Benoît, bref, vous pouvez même inverser les rôles. Ce sont des sacrées machines de souplex.
Et si on aura ajouté d'autres machines de souplex comme Taz et compagnie, là c'est sûr ça en fera pas mal de machines de Germaine souplex, hein. Et que je sais bien que Brock Lesnar il allume son meilleur pote, Shelton Benjamin, et aussi Charlias, et que après, si je crois bien, il fait le relais avec Chris Benoit, et que Charlias a voulu faire sa prise finish, mais sauf que Benoit, lui, fait sa prise finish en soumission, le Creeper Crossface, et il fait abandonner Charlias. Donc moi, je vois lui un petit peu en maillon faible, même si je reconnais que c'est un très bon lutteur. Mais c'est victoire de Benoit et Lesnar. Match là, vraiment un match de fou. Un match de fou. Je crois que je le mettrais à un 3,70. Vu comment, pour moi, c'est l'un des matchs de la soirée, même s'il y a Rey Mysterio, Jamie Noble, Chris Jericho, Jeff Hardy, un peu Matt Hardy et Billy Kidman. Et ben ce match-là aussi en fait partie. Justement, celui-là, il est du top du top. Après, ben, les trois sous-main event, j'aimerais bien l'appeler comme ça. Triple H accompagné par Ric Flair contre Scott Steiner. Match pour le titre du monde poids lourd. Pareil pour Scott Steiner, il avait fait une apparition et qu'après, je crois que c'est en 2004, et bien il ne bossera plus pour la WWE. Ou, ouais, peut-être. Car, car il dira qu'il ne voudra plus bosser pour la VE, vu comment il faut que de la merde. Et que même quand il a eu l'apparition du nouveau logo, et bien, il disait que le produit est pourri. Ce qui était un peu le cas maintenant, la WWE, je pense qu'il ne va plus ramer du cul cette fois-ci. Et que là, cette époque, là, on était en plein début de la Ruthless Aggression Era. Et que cette fois-ci, je ne pense pas que Scott Steiner pourrait, pourrait revenir au top. Même que ce soit en 2022 ou à la grande époque, c'est sûr, il ne pourrait pas revenir au top, hein, Scott Steiner, vu comment les, euh, les drogues auront raison de lui. Et que là, face à Triple H, on se dit, ça y est, il va peut-être battre Triple H pour devenir le nouveau champion. Non, non, non. Triple H avait tout prévu. Ric Flair, justement parce que Ric Flair sait comment manier un match dans un ring, surtout pour donner des instructions. Et que Scott Steiner, malgré ses gros biceps, il pourrait faire la différence, mais ça se joue contre lui aussi. Et que selon parce que j'avais entendu que, que Triple H adorait enterrer les mecs qui venaient de la WCW. Donc oui, c'est Dr. Wrestling qui disait ça, que la WWE adorait enterrer les catcheurs de la WCW. Donc on avait vu, hein, donc Triple H qui enterre Scott Steiner. C'est peut-être connu, donc oui, il est peut-être connu. Donc c'est sûr, c'est victoire de Triple H, vu comment ils ne veulent pas voir Scott Steiner devenir champion du monde. Parce que si jamais il devient champion du monde, Scott Steiner pourrait faire des conneries. Surtout en prenant des produits dopants, parce que faut voir ses bras, c'est surnaturel, franchement. Il a vraiment des gros biceps, c'est peut-être pour ça qu'il arrête pas de se vanter en disant que c'est l'un des plus gros bras de l'univers. Et putain, c'est comme s'il était dopé à bloc, hein. Faut dire, faut dire c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il se dope et que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner le titre. Et par contre, ils ont oublié autre chose. Wikipédia, c'est que, bien sûr, il y avait Batista et Randy Orton qui étaient là. Peut-être pour un peu coûter le match à Scott Steiner, mais que l'arbitre, on sait bien qu'il est KO. De toute façon, les KI, les KI, non, c'est pas les KI, les arbitres ne font jamais la sieste. C'est pour ça qu'ils sont fatigués de travailler en disant oh, je suis travaillé, oh là là, oh là, je fais dodo. Après, il y en a un qui dit hé mec, réveille-toi, fais-le tomber. Quoi fais-le tomber ou alors demande s'il abandonne ou pas. Putain. Donc, ouais, de toute façon, malgré la distraction de l'évolution, c'est victoire de Triple H face à Scott Steiner avec un pedigree.
Ce match-là, ben, il est pas si mauvais, mais il est pas non plus, on va dire, du top, du top, du top, comme j'ai mis précédemment. Mais je lui mets 3,40. Voilà. Ensuite, pour moi, ben, un match qui ne passe pas, mais c'est juste pour que Austin se venge de son ex-patron, qui est Eric Bischoff. Donc ouais, j'annonce la couleur. Stone Cold Steve Austin contre Eric Bischoff. Et que Eric Bischoff, il était en mode karatéka. Donc ouais, il avait ben, le kimono noir avec ceinture noire. Mais bon, c'est pas Karate Kid, on n'est pas dans un tournage de film de karaté. Et pourtant, il se fait allumer par le plus gros FDP de la planète. C'est lui qui se fait appeler hein, le plus gros FDP. Hein. Donc c'est sûr, il se fait allumer par Stone Cold Steve Austin. Donc avec des stompes, sur la poitrine, dans le ventre, dans la figure, ce que vous voulez. Et qu'après, ben, Stone Cold Stunner, pardon, pas Stunner, et c'est victoire de Austin. Donc ce match-là, c'est pas un des matchs que j'apprécie le plus, mais voilà, c'est juste pour que Austin se venge après des années plus tard, parce que oui, il se venge parce que Eric Bischoff l'avait viré de la WWE, enfin de la WCW. Oh putain. Donc oui, il se venge parce qu'il s'était fait virer. Et qu'après, ben, on connaît, Stone Cold Steve Austin va à la ECW où il fait sa petite paille bombe. Certes, même là-bas, ça va pas décoller pour le titre mondial, mais il va plus décoller à la WWF, WWE. Et d'ailleurs, vous voyez dans The Truth of Stone Cold Steve Austin, j'ai modifié la donne. Cette fois-ci, j'ai mis les matchs qu'il y avait et les saignements que j'avais aussi notés. Donc voilà. Ce match-là, un 3. Je lui mets un 3. Et ensuite, ce match-là que j'ai peut-être déjà noté, entre The Rock et Hulk Hogan. Donc oui, la revanche de WrestleMania 18. Le Hulkster contre The Great One. Et que là, ça se voyait que le Rock, il était en mode Hollywood. Hein, et que il a plus le temps pour catcher à la WWE, alors qu'il avait juré qu'il serait là. Et qu'après, on apprend que Hollywood lui fasse les yeux doux, qu'ils lui ont fait une proposition pour plusieurs films. Peu importe s'ils sont bons ou mauvais, mais il a tenté le coup, il a réussi au cinéma. Et maintenant, il peut se vanter, car ça, j'avais déjà dit dans le coffret de The Epic Journey of Dwayne Johnson, où, où Christophe Ajus disait là maintenant, The Rock, il peut se vanter d'avoir mieux réussi au cinéma que Hulk Hogan. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Je le reconnais, c'est totalement vrai. Et que là, on voit en plein match, ben, l'arbitre, il était quand même bizarre, surtout la fin. Et là, on peut voir que The Rock, c'est sûr, il est arrogant, il est prétentieux, il est insolent envers son sujet. Et ouais, je vois que les minutes passent parce que je parle tellement de choses approfondies. Parce que maintenant, je me dis, si jamais je fais des choses approfondies pour vous montrer à quel point je sais les choses et que j'ai pas envie de skip à chaque fois, ben au moins, malgré qu'il soit long, je suis assez efficace à dire. Et que là, on voit tous les moves. Hogan, c'est sûr, c'est pas très impressionnant ce qu'il fait. Parce que je le reconnais que Hulk Hogan, ça n'a jamais été un des meilleurs catcheurs techniques. Ça peut arriver qu'il sort des petites prises techniques, mais sinon, ça ne passe pas, malgré qu'il a les jambes en compote. Et pourtant, malgré qu'il avait les jambes en compote et le dos en vrac, et qu'il avait un petit peu rétréci, ça je le sais. Mais par contre, il a toujours cette musculature, malgré que c'est un peu flasque. Donc, faut dire que c'est pas non plus très impressionnant avec Hulk Hogan. Mais avec The Rock, ça peut aller. Ça peut aller. En plus, il a toujours sa musculature. Même s'il a voulu essayer de tenter de quitter le match à chaque instant. Et que je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de se moquer de Hulk Hogan et aussi se moquer des publics québécois. Parce que oui, on était au Québec, à Montréal. Et je crois que ils ont voulu faire encore un remake de Montréal Screwjob. Putain de merde. Encore
là, faire du Royal Screwjob. Et que The Rock, il se moquait de Hulk Hogan parce qu'il portait un bandana rouge, donc il le porte. Et même s'il doit prendre son temps, il veut boire de l'eau pour un peu se rafraîchir et continuer le match, parce qu'il faut dire, maintenant, s'hydrater pour combattre, c'est important, mais après, ne pissez pas en plein match. Et que là, on sentait que Hulk Hogan, malgré qu'il veut sa petite revanche, il était déterminé à battre The Rock, même si The Rock renversait la situation. Des spinebusters, des sharpshooters, des rock bottom et 2 fois un pipo's elbow, malgré ça, il se relevait, et qu'après un coup que Hogan, il avait le match en main, je sais pas, mais je crois que la lumière s'éteigne, l'arbitre est KO, et là, Hulk Hogan, il se demande, mais c'est quoi ce bordel, pourquoi l'arbitre est KO, qu'est-ce qui s'est passé, et bien en fait, l'arbitre, je crois que c'était Sylvain Grenier ou René Dupré, et bien il avait simulé comme quoi il s'était fait attaquer. Et qu'après on voit Monsieur McMahon qui intervient pour un peu coûter le match à Hogan, vu comment ils étaient en rivalité, Hogan, McMahon, et pourtant ils vont s'affronter à WrestleMania 19, et qu'on sait bien que le match n'est pas très top, et je ne sais pas pourquoi j'ai noté une note assez importante. Il faut dire, j'aime pas ce qu'ils font tous les deux sous le ring, hein. Honnêtement, j'aime pas vraiment le style de l'un et de l'autre, même si j'adore le côté entertainment de Hulk Hogan, et quand il s'agit qu'il catch sérieusement, ben, j'aime bien. Et que là, l'arbitre n'était pas KO, il donnait la chaise à The Rock. Il assène un coup de chaise, euh, Pipo's Elbow, ou Rock Bottom peut-être, et là, il bat une nouvelle fois Hulk Hogan, et c'est encore The Rock qui remporte la rivalité. Et après, ben, Monsieur McMahon en rajoute une couche, insulte à l'humiliation, euh, il jette sa veste de costume sous la tronche d'Hogan, et il a le t-shirt de Hulk Hogan, Monsieur McMahon, où il a un peu modifié en disant No chance in hell, No mania, je sais pas ce qu'il a appelé, faut dire, je m'en bats les couilles de ce qu'il a noté, et qu'après, il essaye d'impressionner son monde en déchirant son t-shirt à la manière du Hulkster, l'air de dire voyez, moi aussi je peux faire mon Hogan. Bref, ce match en description, vu comment je l'avais déjà noté dans le coffret de Stone Cold, The Rock, putain, merde, épique journée, donc voilà. Donc en description, et j'en ai fini avec cette review, même si ça a été long, faut dire, je blablate pas mal de temps maintenant. Pour ce qui est match, bonus, des petits saignements qu'il y a eu, et l'ensemble, je lui mets un 3,60. Je lui mets un 3,60. Allez, voilà, ça peut aller. Et que cette review est terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si la vidéo vous plaît réellement ou pas, ça dépend de vos goûts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.